Écoutez, ravi d'être parmi vous ce soir et puis d'échanger autour de ce bien beau documentaire. Merci aussi aux organisateurs qui me permettent de venir animer cette table ronde. C'est un plaisir, on a été très très bien accueillis. Je ne sais pas vous, mais moi le film m'a mis beaucoup en appétit. Franchement, même mon cerveau m'a joué un peu des tours. J'avais l'impression de sentir dans le cinéma l'odeur des légumes saisis. Donc voilà. Et puis en appétit de discussion. Bonsoir. En appétit de discussion avec vous pour cette table ronde au titre très inspiré, Nourrir les autres, une utopie ambulante. Je vais laisser vous présenter, mais pour nous embarquer ce soir, avec nous, il y a donc Aëlle Terry, qui est donc co-réalisatrice de ce documentaire, Margarita Bohorquez, et puis Sébastien Dalgalarondo, qui est aussi avec nous, qui, au pied levé, remplace, si vous avez peut-être vu dans vos programmes, ça aurait dû être Nicolas Bricas qui était prévu. Malheureusement, le pauvre, il a fait un voyage Montpellier-Hendaye assez épique. D'ailleurs, il n'est toujours pas arrivé. Il s'est retrouvé coincé 2 heures à Castelnaudary ce midi. J'espère qu'il a profité de la spécialité locale. Et là, aux dernières nouvelles, il était encore coincé à Bordeaux. Mais bon, il devrait nous rejoindre ce soir, mais trop tard. Donc merci Sébastien de le remplacer au pied levé. Donc peut-être quelques mots déjà, juste pour savoir qui vous êtes les uns les autres, qu'est-ce que vous faites. Voilà, donc Aëlle, s'il vous plaît. Moi, je suis chercheuse, anthropologue à l'INRAE, chargée de recherche à l'INRAE, et je travaille sur des questions d'alimentation, donc. Et j'ai par ailleurs réalisé ce film avec Marine Autogali, voilà. Parfait, merci. Margarita? Bonjour, moi je suis Margarita Bohorquez et je crée un projet de nourriture ambulante, un peu comme dans le film, mais différent. Et je travaille ici dans le Pays Basque. Très bien, merci. Et donc, je suis Sébastien Dalgalarondo, je suis sociologue au CNRS. Je m'intéresse à l'alimentation et je suis très jaloux parce que je n'ai jamais fait de documentaire comme celui-là. Il va peut-être rendre jaloux beaucoup de collègues, oui, effectivement. Et écoutez, on est ensemble jusqu'à 19h. Donc l'idée, c'est qu'on échange un petit peu entre nous, une trentaine, quarantaine de minutes. Et puis après, bien sûr, on ouvre l'échange avec vous. C'est étonnant, vous êtes assez loin, mais enfin bon. Et du coup, donc, affûtez vos questions. On les prendra à la suite de cette discussion. Personnellement, moi, c'est un film que, autant le dire tout de suite, j'ai vraiment adoré. Et alors, le voir en plus en grand écran, c'est encore plus saisissant. Moi, j'adore cette idée de suivre comme ça un personnage, d'être vraiment dans son intimité. Et en même temps, ce film, on le voit, qui tire énormément de fils, énormément de thématiques. L'alimentation, évidemment, et dont on comprend là, évidemment, comment elle est multidimensionnelle, à la fois comment elle impacte de nombreux secteurs, et à la fois comment elle est elle-même impactée par de très nombreux sujets. C'est un peu, pour moi, la petite histoire qui fait la grande à travers ce portrait de Haï. Et parmi les grands enjeux, il y a notamment cette question de la rénovation urbaine qui apparaît très clairement et qui évidemment impacte l'alimentation, ces processus de modernisation, d'hygiénisation qu'on a connu, on a cité ce matin dans une table ronde le déplacement des Halles de Paris à Rungis. Voilà, ça participe de ces processus-là. Et donc pour nous, c'est assez étonnant de voir à l'œuvre des processus de distanciation où on sort l'alimentation et les activités alimentaires de la ville, quand nous, et on l'a vu dans des films aussi aujourd'hui, essayons de retrouver ce lien perdu à travers un certain nombre d'innovations sociales. Donc c'est d'autant plus triste de voir ça à l'œuvre aujourd'hui. Rénovation urbaine, et puis ces questions de migration, et notamment entre urbain et rural. Et on voit cette position de Haï entre l'urbain et la campagne. Et c'est assez saisissant, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle arrive à un âge où elle n'est plus forcément apte à se débrouiller, à continuer de s'émanciper en ville. Et en même temps, elle a cette phrase terrible qui est de dire à mon âge, qu'est-ce que je ferais si je rentrais au village? Donc c'est très, très questionnant à cet égard. La question du genre, évidemment. Très prégnante, puisqu'on a cette femme qui a investi l'espace public, cette femme qui fait de la cuisine. Donc il y a évidemment cette forme d'assignation très genrée à cette activité. Et en même temps, on comprend que ça permet, on voit un processus de marchandisation de son activité qui lui permet encore une fois de s'émanciper. Alors on imagine que ça a été mieux à une certaine époque, enfin en tout cas on l'espère. C'est moins le cas aujourd'hui, mais on voit malgré tout que évidemment cette activité très marquée lui permet, elle, de trouver une activité relativement rémunératrice en ville. Le rapport au travail et la pénibilité,
Ça, on a vu, c'était très évident. Et franchement, on voit encore le dernier plan où elle retourne encore essayer de gagner pitance, alors même qu'on comprend qu'on est à 2-3 jours du Nouvel An et qu'il n'y a plus personne dans les rues. Et donc, ce rapport au travail, je me permets une petite parenthèse, un petit placement de produit personnel. Oui, je ne me suis pas présenté, je suis Damien Connaré, je m'occupe de la chaire UNESCO Alimentation du Monde à Montpellier Supagro, donc c'est l'école d'ingénieurs agronomes à Montpellier. Et il se trouve qu'on a organisé en début d'année un colloque sur le travail dans les systèmes alimentaires et agricoles, partant du constat que de la production, transformation, distribution et cuisine, finalement, on se rend compte qu'on a toujours un travail qui est pénible, mal rémunéré, mal considéré. Et c'est ce qu'on voulait un petit peu montrer à travers ce colloque. Je vous en parle parce que vous pouvez aller visiter sur notre site très facilement et très gratuitement les comptes rendus et les vidéos. Et donc voilà, cette question du rapport au travail. Et puis enfin, il m'a semblé aussi cette question de la vulnérabilité, de la précarité. Et on voit des solidarités qui s'opèrent. Et là encore, et comme souvent, c'est finalement souvent les plus vulnérables qui sont bien solidaires avec ceux qui le sont encore plus. J'aime beaucoup aussi cette image et cette déclaration du monsieur dont on comprend que visiblement il fait la manche dans le métro et qui à un moment lui dit non, je tiens à payer ce que je mange, et qui donne une valeur à l'alimentation. L'alimentation, c'est pas gratuit, et qui donc rémunère comme il se doit le travail d'Aïe. Et puis après, je passe sur les grandes considérations philosophiques sur la vie, la mort, l'amour, absolument magnifique. Moi, j'ai adoré cette relation très pudique, mais semble-t-il profonde, avec cet homme qui l'aide à faire sa compta et quelques courses. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se joue, mais il nous lève peut-être une clé quand il dit qu'il ne l'aide pas pour de l'argent. Mais alors donc pourquoi ? On se le demande. Mais voilà, donc très très beau. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, voilà, vous comprenez, un film très lent. Voilà, on n'est pas c'est pas un film d'action. Très lent, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je trouve qu'on est vraiment dans l'attente avec elle, dans la répétition avec elle, dans son intimité. C'est assez troublant, c'est-à-dire qu'on fait vraiment encore avec elle, au sens propre d'ailleurs, à un moment. Et puis, de sorte que finalement, on est vraiment dans son quotidien. Et je trouve que c'est un sacré tour de force de passer plusieurs jours avec elle en 1 heure de temps. Donc, très, très appréciable. Des plans que j'ai trouvé, moi, merveilleux. Certains, des vrais tableaux qui confinent à la poésie, et puis le regard sur la ville aussi, que j'ai trouvé très intéressant. On sent et on sait qu'on est dans une mégalopole, mais pour autant, on est toujours dans ce petit quartier, on se sent très en proximité avec elle. Voilà, donc voilà, moi j'ai adoré ce film sobre, subtil et en même temps très puissant. Donc, je referme cette parenthèse, masquer la plume. Et on profite de vous, vous êtes là, c'était assez rare aujourd'hui, malheureusement on n'a pas eu beaucoup de réalisateurs, donc on profite que vous êtes là, c'est très heureux. Et peut-être pour comprendre, parce qu'on est tous curieux, j'imagine, de savoir un petit peu le contexte dans lequel ça s'est tourné, c'était pas forcément évident, on ne comprend pas très bien dans quelle période, si c'était pré, post, pendant le Covid, et quelles ont été les facilités de tournage. On voit que la police est là, qui se laisse filmer, c'est un peu un jeu de chat et la souris. Bon voilà, quel est le contexte un petit peu du tournage, comment ça s'est passé ? Eh ben, merci beaucoup pour toute cette analyse. Alors, pour le contexte, on a commencé le tournage en 2015. Donc, c'est avant le Covid, pour la bonne raison aussi que les temps de production sont très lents, en fait. Donc, on a commencé le tournage en 2015 et on l'a fini en 2018. Et on a tourné à peu près sur 5 tournages sur toute cette période-là, à différentes saisons. Sachant que dans le film, on ne voit pas tous les tournages. Il y a eu deux premiers tournages en fait en 2015 et 2016. Donc je refais un peu la jeunesse du film. Moi, je vis à Shanghai entre 2013 et 2015. Je travaillais à ce moment-là dans une école de cuisine, donc autre projet. Et en parallèle, j'avais monté avec des géographes une sorte de petit programme de recherche sur comment est-ce que ces pratiques de rue s'insèrent dans la ville, des pratiques qui étaient déjà un petit peu interdites mais qui étaient largement tolérées, et d'ailleurs elles étaient extrêmement diffuses dans toute la ville, quoi. Donc l'idée c'était de voir un peu à différentes heures du jour et de la nuit quel type de cuisson, quel type de personnes, qu'est-ce qui se passait, quoi, dans ces petits interstices de la ville. Et j'en parle à Marine, avec qui j'avais fait un master d'anthropologie à l'EHESS, et qui fait du cinéma et qui est cadreuse par ailleurs, et qui me dit là il y a une super matière cinématographique. Et je fais pourquoi pas. Et donc on retourne en fait en repérage en 2015 et on revient un peu sur les traces de ces cuisiniers de rue qui en fait pour la plupart ont déjà un peu disparu. Ce qui s'est passé 2 ans, l'arrivée de Xi Jinping, etc., où en fait les pratiques ont déjà pas mal disparu, quoi.
Donc du coup, le tournage commence là, et puis en fait, on part sans vraie idée, en fait, juste en se disant, bon ben voilà, enfin ce que j'ai dit, c'est juste une petite intuition comme ça. Et puis finalement, au bout de quelques jours de errance un peu dans les rues, on croise Haï. Et là, en fait, en rentrant en France, en écrivant le film, on se dit, enfin, en fait, en faisant une résidence d'écriture, en faisant des dossiers pour trouver de l'argent, etc., pour ne pas y retourner juste sur nos deniers, émerge l'idée de faire un film autour de cette personne. Et voilà. Alors du coup, voilà, c'est ce qu'on a fait, donc ce film. Et donc, on n'a pas eu d'autorisation de tournage pour répondre à la question de. Donc voilà, on n'a en fait pas fait de demande même. C'est pas qu'on l'a. C'est juste qu'en Chine, c'est évident qu'on n'aurait pas eu d'autorisation de tournage. Donc on est parti. En fait, ça s'appelle en Chine un dragon vert. C'est le département de la propagande qui donne ce petit cachet. Et pour des étrangères, à ce moment-là, ça aurait été impossible. Donc en fait, on partait en visa de touriste ou d'étudiante pour moi, parce que je faisais ma thèse en parallèle. Et on louait le matériel sur place. Et après, ce qui se passe sur place est toujours très étonnant en Chine. Donc en fait, bon, on a aussi beaucoup zoné dans la rue, donc les gens s'habituent. Enfin voilà, pour en tout cas la présence. Mais aussi, les Changwan qu'on voit dans le film sont pas les gens qui en fait font du tout de la régulation. Enfin, ils s'occupent pas de ça, quoi. Voilà, ils font les petites incivilités du quotidien. Ou alors il y a les Changwan qui eux gèrent voilà, l'histoire des pots de vin, puis les cuisinières de rue, etc. Mais enfin, ils gèrent pas les pots de vin, mais ils reçoivent les pots de vin et puis ils gèrent à leur sauce la cuisine de rue. Et nous, en fait, là-dedans, on n'est pas du tout une menace. Enfin, en plus, la rue, où on le voit, devient une espèce de no man's land. Donc, en fait, personne s'occupe plus de rien dans cette rue à un moment donné. Les seuls qui auraient pu être un peu plus... on aurait pu avoir plus d'ennuis sont les comités de résidents, donc l'échelon le plus bas du parti, donc au niveau du quartier, où c'est arrivé qu'il y ait des petits rixes, et donc du coup on a fini par voilà, arrêter de filmer chez AI à ce moment-là, tout ça, mais donc voilà. Donc il y a plus de choses possibles, et peut-être que ça nous amènera après à la discussion sur... effectivement, pourquoi ce film est dans un festival qui parle d'utopie. Donc voilà, est-ce que c'est... Enfin bon, voilà, peut-être que voilà, on y reviendra. Mais... Ok. Et peut-être tout de suite pour Haï, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, elle est toujours plongeuse dans un restaurant à Shanghai. Elle a fini de construire sa maison dans l'Anhui. Donc, mais elle a dans une ville qui s'appelle Anting, d'ailleurs, de le même nom que la rue où elle a exercé à Shanghai. Et elle a du mal à quitter la ville et à rentrer chez elle, où son réseau de sociabilité est très 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 petit. Et donc elle travaille toujours payée au lance-pierre. Elle a passé le Covid dans le dortoir de son... Enfin, le Covid, les différents épisodes de confinement dans les dortoirs de l'entreprise, du restaurant qui la salarie à Shanghai. Donc voilà, où elle en est à peu près maintenant. Entendu, merci beaucoup. Alors Sébastien, qu'est-ce qui vous a rendu si jaloux au regard de ce film? Non, jaloux, non, on ne va pas passer du temps là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu le rêve de tout chercheur en sciences sociales, de pouvoir s'approcher d'aussi près. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller en Asie parfois, et on ne comprend rien, bien sûr, enfin en tout cas quand on ne maîtrise pas la langue. Et là, on a la possibilité d'être au plus près, comme tu l'as très bien dit, des corps, de ce qui se dit, même de la banalité du quotidien. C'est ça qu'on prend le temps aussi de découvrir tous ces échanges qui sont assez anodins, mais qui sont hyper intéressants. Mais voilà, moi, c'est ça qui me rend jaloux. Mais peut-être que je vais enchaîner sur qu'est-ce qu'il y a d'utopique. C'est vrai que là, c'est police partout, utopie nulle part. A priori, on pourrait partir de cet exemple-là, même si Damien a déjà donné des pistes. Mais c'est vrai qu'on travaille souvent sur des utopies concrètes ou qui sont déjà préformées ou en train d'être mises en acte. Et je pense que dans ce documentaire-là, on a aussi la possibilité de toucher du doigt la capacité de résistance des plus dominés. Là, je fais référence un peu sans faire mon cuistre, mais à la science politique. Il y a des auteurs comme ça qui s'intéressent à la capacité des dominés à résister. Et chez cette femme qui est quand même, elle a perdu son mari très tôt, c'est une femme, on l'a rappelé, c'est pas un avantage dans ce pays, dans d'autres. Elle est sans papier dans son propre pays.
Hein, c'est ça, elle n'a pas le droit. Elle exerce un travail qu'elle n'a pas le droit de faire dans une rue qui lui est fermée a priori. Elle doit négocier tout le temps son... Bon voilà, on a un personnage qui est extrêmement dominé. Et on voit bien qu'au ras du sol, dans l'intimité des relations qu'elle entretient avec ceux qui sont autour d'eux, donc ce qu'on voit dans le documentaire, c'est assez limité, mais on voit bien qu'elle a reconstruit une sorte de microcosme, comme ça, dans lequel elle joue un rôle précieux grâce à la nourriture. On la voit enseigner la cuisine avec sa copine, je sais pas, sa voisine. Elle enseigne, donc elle a quelque chose, voilà, une compétence à transmettre. Elle gagne sa vie, puis elle donne du bonheur, et puis à ses clients qui reviennent, on le voit, ah, tu reviens, ça. Et puis il y a cette relation, c'est vrai que j'aimerais m'attarder, mais avec le vieux, qui est un vieux mendiant, dont on parle de son travail. Hein. J'imagine que dans la traduction, ça a été... mais le mot apparemment en chinois qui est utilisé pour décrire ce qu'il fait dans la journée, c'est un travail. Donc il y a un respect mutuel et ce jeu de ne pas perdre la face dans l'acceptation d'un don qui est filmé à 3 reprises, qui est génial, quand il jette son billet par terre pour vous montrer qu'il est offusqué qu'on lui offre le repas et elle qui l'accepte. Enfin, on voit bien que là, qu'à travers la nourriture, il se passe plein de choses. Et c'est grâce à la nourriture qu'il se passe toutes ces choses-là. Et souvent, on parle de la nourriture sous la forme de la commensalité, le repas, on s'organise le truc un peu bourgeois, où tout est organisé avec des nappes blanches et tout ça. Là, on est dans la convivialité, mais la plus simple, dans la plus grande simplicité, celle qui permet de nourrir, de survivre, de faire vivre, de donner du plaisir, de transmettre du goût et des connaissances. Moi, j'ai trouvé cette relation-là avec le vieux qui m'a vraiment touché. Je travaille sur le vieillissement. Je me dis que ce vieux-là, sans haï, je ne sais pas ce qu'il deviendrait. En tout cas, il perdrait beaucoup de choses dans sa vie, et pas que de la nourriture. C'est ça qui... voilà, si j'avais... Donc l'utopie, pour moi, elle est là. Elle n'est pas dans une démonstration d'une capacité à renverser le pouvoir, mais à résister dans les interstices, comme on dit, ici des ruines du capitalisme ou du communisme, on ne sait pas trop en Chine, mais en tout cas dans les ruines. Ouais. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour ces retours. Puis c'est chouette d'avoir aussi ce sur quoi les gens tiltent. Enfin, c'est vrai qu'à l'image, on essaye de montrer des choses et on peut moins facilement les expliciter que par l'écrit. Du coup, c'est intéressant d'avoir les retours de ce que vous saisissez aussi des situations. Alors, c'est vrai qu'il y a, et ça rejoint un peu une de tes remarques sur les solidarités, c'est toujours un peu ambivalent parce qu'à la fois, il y a de la solidarité, alors pas entre les riverains et Haï. Donc ceux qui sont expulsés, eux, ils sont shanghaïens, ils ont leur roukro, donc ce fameux permis de résident. Ils sont dans leur lutte d'expropriation légitime parce qu'ils sont propriétaires, ils ont des avocats, ils sont très précaires, hein, mais ils ont des moyens de lutte. Et Haï n'en a pas, effectivement, comme tu disais, elle n'a pas de permis de résident. Et il y a aussi donc à la fois des discriminations fortes des Shanghaïens envers les migrants, donc de la campagne vers la ville, aussi envers les pratiques de rue, qui sont quand même considérées comme des pratiques non hygiéniques, insalubres, etc. Donc il y a aussi ce discours des dominants qui est parfois repris localement différemment, qui peuvent être des rouages d'exclusion aussi. Mais par contre, alors... il y a des failles. Il y a Chouchou, comme tu disais, donc son amoureux, ami, on ne sait pas trop. Et puis, entre elles, pareil, elles s'entraident, mais il y a des limites aussi. Il y a le fait que c'est une vie qui est rude, donc les gens sont très mobiles. Les femmes, elles viennent, elles partent. Et en même temps, le fait que on va dire ces pratiques un peu informelles, on peut les appeler comme ça pour le dire vite, donne la possibilité à des femmes d'être autonomes, d'être indépendantes, ce que le salariat et les petits boulots ne font pas. Et donc la disparition de ces pratiques font que même en termes de genre, en fait, ces femmes-là vont plutôt aller vers un salariat très précaire. Et donc, et pour le mendiant, c'est pareil, c'est toujours cette ambiguïté où à la fois elle fait le jeu de quand même, elle lui montre qu'elle paye plus et qu'elle gagne plus que lui. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'elle montre aussi aux autres que elle peut lui payer son repas. Et donc aussi, c'est une manière, à un moment donné, on le voit, de lui dire bon allez, hop, t'es bien gentil, mais va plus loin parce que tu fais fuir les clients. Et à la fois, il revient parce qu'il s'apprécie énormément et puis en fait, ils se font des faveurs, mais effectivement, le travail a un prix. Et ça, c'est une marque de respect
wow, le travail a un prix, et donc du coup, dans ce respect-là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Pareil pour les policiers qu'on voit en randonnion, qui font un peu les guignols. Eux, ils viennent pour certains de la même province que Haï, et donc là, il y a des réseaux affinitaires aussi qui se créent. Donc il y a cette chose, mais je pense aussi que le film montre, rien que par son économie, que même dans un pays autoritaire, il y a des espaces de parole, il y a comme tu dis, ces interstices-là qui sont possibles. Alors oui, les manifestations ne sont pas possibles dans l'espace public parce que c'est interdit de se regrouper à plus de 10 personnes, mais par contre, on peut se réunir entre riverains, on peut créer des relations d'amitié entre des personnes qui ne sont pas officiellement faites pour. Les pratiques sont possibles quand même, mais bon, là où c'est dystopique, c'est qu'elles ne le sont plus à la fin quand même. Mais voilà, dans les relations et dans ce qui est possible, rien que de filmer en termes de relations, oui, là, il y a quelque chose qui est presque rassurant aussi, même dans un pays autoritaire, quoi. Ouais, je pense qu'on reviendra à cette question du lien social très fort autour du travail d'Haï. Margarita, donc visiblement, vous exercez une utopie ambulante à travers ce camion alimentaire. Du coup, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce que vous avez dans ce film ? Est-ce que ça résonne avec votre propre activité, sur l'occupation de l'espace public, sur les normes sanitaires qui doivent s'imposer à vous, sur le lien à la clientèle, etc. Voilà, comment ça vous a parlé, comment ça résonne avec votre propre activité ? Oui, c'est un film qui me parle beaucoup, déjà pour mon activité et déjà pour mes origines. Je suis colombienne. Du coup, la Colombie, c'est pareil, c'est des petites chariots dans la rue tous les 20 mètres. Un peu, il y a les deux, il y a les cas où c'est légal et chacun a ses papiers et tout, mais il y a les autres cas comme Haï où c'est vraiment il faut fuir quand la police arrive et c'est comme ça. Donc ça me parle par rapport à mon pays et puis à moi, mais d'une façon complètement différente. Ici, j'ai dû passer une formation d'hygiène pendant 4 jours. J'ai un permis pour pouvoir aller dans la rue et vendre mes choses. Mais avec Haï, moi, j'ai pas un camion, j'ai pas un food truck, j'ai un stand portable, on va dire. Donc, je me balade avec ma voiture et après, je sors, j'installe tout, je commence à faire la cuisine, je vends et ensuite, je ramasse et puis je rentre chez moi. Donc, ça aussi, ça me fait penser, il y a beaucoup de relations. Mais avec ces proportions, bien sûr, je suis une gâtée par rapport à Haï. Mais c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, la nourriture en Colombie, c'est quelque chose qui rapproche les gens. C'est vraiment la cuisine, c'est là où on crée des liens et c'est à partir de le fait de faire la cuisine et de partager un repas entre plusieurs personnes que les liens commencent à se tisser et c'est à partir de là qu'une relation peut naître. C'est plus cette question de repas bourgeois, et on va aller dîner là. C'est vraiment important. Et ça, je l'ai vécu quand je suis arrivée ici, où je disais à tout le monde, venez, on va à la cuisine, on va faire le repas. Et non, c'était un peu bizarre. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça. Et donc ça, c'est vrai en Colombie, mais aujourd'hui, avec votre stand alimentaire, vous sentez ce même lien social qui s'opère autour de là où vous... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de relations qui peuvent naître à partir de là, parce que j'ai des clients qui sont les habitués, qui viennent, et j'ai déjà connu, pas beaucoup de gens, mais certaines personnes qui reviennent. On a échangé le numéro. C'est des personnes qui me commandent toutes les certaines semaines un repas et c'est génial. C'est la cuisine, le fait de faire la cuisine pour quelqu'un, j'avais jamais compris ça parce que je suis pas cuisinière de base, mais le fait de faire ça, c'est la base de la société. De vous faire à manger à tout le monde, c'est vraiment sans manger, comme elle disait, sans manger, il n'y a rien. Bon, je ne suis pas... Mais c'est très beau, ces liens qu'on arrive à faire. Parce que du coup, vous allez dans des endroits régulièrement au même endroit ou vous êtes mobile ou... Oui, je suis dans les marchés
Mais c'est des marchés où là, je retrouve un peu ailleurs aussi. C'est pas toujours, j'ai pas une place toujours. J'ai pas toujours la même place. Il faut faire un tirage au sort, attendre, et qu'on ne soit pas énormément parce qu'il y a une ancienneté. Donc les plus anciens ont plus le droit que les nouveaux. Donc parfois on peut pas, on rentre à la maison. Mais bon, ça m'est jamais arrivé. J'ai la chance de jamais avoir vécu ça. Mais oui, je suis dans des endroits, je suis un peu éphémère, je suis à droite et à gauche avec mon stand dans des festivals, dans des marchés, toujours avec un permis de la mairie, bien sûr. Tout est bien en norme. On n'est pas là pour légale. contrôler, hein. On s'inquiète pas. Et qu'est-ce que vous proposez Non, comme ici c'est impossible. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez comme cuisine? C'est de la cuisine colombienne. J'ai un monoproduit et c'est des empanadas. Ça, tu peux regarder. Je vous ai ramené un peu si vous voulez goûter après. Et j'espère qu'il y a le stand devant. Oui. Ah bah, merveilleux. Je crois. Bon, eh ben, à bon entendeur, salut. Oui. Super. Le débat va être très rapide. Ouais. Donc c'est des empanadas, mais c'est des empanadas franco-colombiennes. Parce que j'utilise que des produits locaux, mais avec toute l'histoire et la façon de faire de la Colombie. Parfait. Donc sur ce lien social, je crois, Sébastien, en parlant rapidement ce matin, visiblement, c'est quelque chose qui vous inspirait énormément autour de cette cuisine de rue, avec des expériences personnelles vécues autour du feu. Ouais, c'est vrai que quand on va en Asie, on ne peut être que charmé par la possibilité de manger 10 000 trucs différents sur 100 mètres, en Thaïlande, des choses comme ça. Quand je suis rentré à Paris, après avoir passé du temps en Asie, je me suis aperçu qu'en fait, même à Paris, il y avait beaucoup... Avant, au XIXe siècle, il y avait beaucoup de bouffe de rue en fait qui existait et que le restaurant moderne avait quelque part laminé tout ça avec aussi la cause hygiéniste et tout ça. Donc je me dis qu'on a perdu quelque chose. Apparemment, les restaurateurs, le lobby des restaurateurs à Paris lutte pour ne pas permettre un retour de la bouffe de rue. Donc on peut le regretter. Et je pense que quand on réfléchit par exemple sur la manière de bien habiter, hein, habiter au sens être là, voilà, consommer, habiter avec comme ça une grande diversité autour de soi de mets cuisinés par des gens avec qui on peut nouer des relations. Moi, ça me paraît un idéal à reconquérir et c'est affligeant de voir qu'ils le perdent en Chine, mais on voit dans notre pays où ils ne le perdent pas du tout, ils le cultivent comme en Thaïlande, au Cambodge aussi, enfin, où ça persiste. Ça persiste. Donc je pense que là, on a perdu quelque chose. Il y a une deuxième chose aussi que je trouve très intéressante, parce que toujours pour ramener au côté bourgeois du restaurant, là, l'idée de mobilité, d'hypermobilité, ça renvoie à une matérialité de la simplicité. On ne peut pas s'amuser à avoir 10 000 FRI, nouilles, un peu de soja, des épices, un feu vif, et puis basta, un wok. Et ça aussi, j'adore. Enfin, c'est le produit avant tout. La cuisine, là, ici, c'est un tour de main. C'est de la cuisine à la minute. Enfin, il faut le fait même d'être dans la rue, d'avoir à ranger, à déplacer, amène à réfléchir à une cuisine qui soit pratique et simple. Moi, ça me va aussi. J'adore cette cuisine-là. Et souvent, elle est plus accessible et souvent, elle est plus proche du produit brut. Donc, je suis très intéressé par ça. Et en contrepartie, je dirais, même si en Asie, il y a beaucoup de cette bouffe de rue, beaucoup de circulation de cette nourriture qui est confectionnée parfois au domicile et qui après circule avec des mobylettes. Et on voit la prédominance ici du plastique. Donc on est un certain nombre à travailler sur le plastique et l'alimentation en ce moment. Et là, on est effaré. Enfin, on n'est pas effaré parce qu'on connaît, mais du tabouret jusqu'à... elle met son argent dans des petits sacs plastiques. Tout est emballé en plastique, tout circule en plastique. Les assiettes sont dans un plastique polystyrène. Enfin, voilà, c'est l'invasion du plastique. Le plastique est partout, il est par terre. Et, voilà. Et donc là, c'est notre dystopie, mais qui est assez
visible, même si c'est beau visuellement avec cette couleur dorée comme ça de l'éclairage de la nuit, mais voilà, c'est du plastique partout, quoi, plastique partout. Voilà. Alors, Aël, du coup, alors j'ai peut-être loupé un élément. Vous nous avez dit combien de temps le tournage a duré ? 3 ans. 3 ans, Enfin, d'accord. 4 tournages et 3 ans. D'accord. Et je peux réagir? Oui, bien sûr. Ouais. Sur le plastique, effectivement, c'était quand même une volonté de le montrer parce qu'il y a du plastique partout. Ce qui rentre aussi dans le fait que, en fait, éradiquer cette pratique-là, c'est pas une. Alors, oui, il y a ce truc hygiéniste, mais c'est pas pour des régions d'hygiène, quoi. C'est vraiment donc parce qu'en fait, il y a aucune politique derrière de recyclage. Enfin voilà, il y a quelques faits divers qui entretiennent le fait que ce sont des pratiques insalubres, mais d'un point de vue moral, ces gens-là n'ont pas des bonnes pratiques, ils réutilisent les huiles pour des clients, etc. Donc il y a, en fait, c'est vraiment un discours très, on va dire, enfin très très politique, dans le sens où c'est l'idée est de rendre, donc dans les termes du parti, de rendre les villes plus civilisées, de nettoyer les quartiers, et c'est vraiment tous les c'est tous les panneaux de propagande qu'on voit et qui sont souvent parallèles à des, par exemple, à l'exposition universelle, au JO, etc. Enfin, dans des grands moments, en fait, aussi, donc de rendre la Chine propre aux yeux d'eux, en fait. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il ne s'agit pas d'hygiène au sens propre, quoi. Et alors, du coup, on comprend que c'est dans vos travaux d'anthropologue que vous menez ce documentaire. Du coup, qu'est-ce que vous avez appris, tiré comme enseignement majeur par rapport à vos propres travaux, à la réalisation de ce documentaire ? Alors, c'est vrai que c'est dans le prolongement de... Donc moi, j'ai fait ma thèse sur le métier de cuisinier, et je mets au masculin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en cuisine. En Chine. Et donc, c'était un peu dans la même idée d'essayer de travailler sur le travail, sur le genre, même si en cuisine professionnelle, il est absent, et la thématique est quand même très présente. Et d'aborder un peu différemment aussi des sujets très sociétaux, on va dire, ou très sociologiques, enfin avec un regard anthropologique, mais avec différents outils et d'autres supports. Donc de pouvoir aussi plus le diffuser que les articles scientifiques, pouvoir le rendre accessible à d'autres, pouvoir en discuter différemment. Et voilà. Ok. Eh ben, écoutez, juste avant peut-être une dernière question avant qu'on ouvre le débat avec vous. Mais peut-être Margarita, puisque vous l'évoquiez, mais peut-être en Colombie, comprendre un petit peu la situation justement de villes. Est-ce qu'il y a aussi des quartiers comme ça dans certaines villes qu'on peut imaginer historiques et qui sont gagnés par la rénovation urbaine et qui du coup ont une influence sur des métiers autour de l'alimentation, de transformation ou autres. On a vu par exemple en France les abattoirs quitter les villes. Est-ce que c'est des phénomènes que vous constatez aussi, ou des marchés de gros qui... Oui, il y a des quartiers qui ont été complètement rénovés et où on construit des énormes bâtiments, centres commerciaux ou des nouvelles habitats. Et donc tous les gens ont été déplacés. C'est des quartiers populaires qui ont son âme, sa propre vie et qui n'existe plus. C'est bien, mais c'est un peu triste en même temps. Mais oui, ça se voit beaucoup. Entendu. Écoutez, je propose d'ouvrir la discussion avec vous. J'imagine que vous avez des réactions. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce documentaire où des fois on se demande si c'est un film, enfin si c'est une histoire ou la réalité, tellement c'est bien tourné, bien cadré. Et en fait, on a l'impression qu'elle joue très bien, mais en fait, c'est la réalité. Et c'est ça qui est fort et puissant dans le film, je trouve. Et du coup, ma question allait à propos de l'actrice, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou au moins Aïe. Et comment vous l'avez abordée et lui demander de la filmer au quotidien, de faire un film sur elle et de la voir dans tout plein de moments différents, même hors de son temps de travail, chez elle aussi, et comment elle a pu, et puis aussi la barrière de la langue, comment elle a pu accepter et vouloir faire ce film. Merci. Extra, merci. Donc, protagoniste, actrice. Alors, peut-être le temps que le micro descende en bas, il y avait 2 questions par ici. À elle, allez-y.
Merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, barrière de la langue, moi je parlais chinois. Et du coup, et Marine, enfin je parle toujours d'ailleurs. Et Marine était à côté de moi. Et donc, en fait, bah oui. Alors, en fait, la caméra, elle est toujours là, donc les gens, ils jouent dans tous les cas. À partir du moment où il y a une caméra qui est là, je mets au défi quiconque d'être extrêmement naturel face à une caméra. Donc, bon, il y a l'habitude qui fait que... mais il y a aussi le fait qu'elle est extrêmement volontaire. Et en fait, il y a quand même, elle a un peu fait le film. Enfin, ça fait un peu gnangnan, mais c'est très vrai en fait qu'elle a vraiment fait le film avec nous dans le sens où on a du coup aussi pour voilà pour que le film puisse naître et voulu lui en parler à toutes les étapes. Donc lui montrer les images à toutes les étapes, lui expliquer pourquoi est-ce qu'on filmait ça, pourquoi est-ce que on l'a filmé elle, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous et qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, etc. Donc et petit à petit, bah, elle a fini par nous appeler pour nous dire bah là il y a Bidule qui vient à la maison, du coup peut-être que ça peut vous intéresser, ou finir par saisir aussi que bah là cette scène là si on est là, c'est pour cette raison-là. Et donc, du coup, elle va faire en sorte de se tourner un peu ou de répéter ou de lancer une conversation qui va faire que, du coup, on va aborder cette... Donc, en fait, elle est extrêmement partie prenante du film. Donc, on peut dire qu'elle est actrice après de sa propre vie, si on veut, quoi. Et surtout, elle veut montrer, elle aussi, des choses à l'image. Et donc, elle met aussi... elle fait en sorte aussi de dire ce qu'elle a envie de dire à la caméra. Donc après, tout n'est pas... Enfin, il n'y a pas de scène... voilà, on n'a pas donné des scénarios à des uns et des autres. On n'a pas peint. Il y a aussi le fait que ce quartier devient vraiment un décor de cinéma. Et ça, on n'y est pour rien. Pas appeler la mairie pour qu'ils peignent des affiches de propagande. Et puis il y a cette lumière qui s'éteint et qui s'allume. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments de ce décor qui ont fait que justement ça devient un décor et que les protagonistes deviennent protagonistes du film, quoi. Donc voilà, il y a toujours un peu effectivement cet aller-retour, mais qui fait un peu partie en fait du jeu. Enfin, le montage, il joue comme l'écriture. Enfin voilà, il y a toujours une petite part de fiction quand même. Extra, merci. Et en même temps, vous arrivez à capter sa fragilité. Il y a un moment, on imagine qu'elle joue pas quand elle pleure. Non, enfin, rien n'est faux. C'est ça que je veux dire. Enfin, il n'y a pas de, on se force pas, mais elle est volontaire. Donc, je pense qu'il faut aussi parfois, ça c'est plus peut-être à destination des chercheurs, de pas toujours avoir cet idéal qu'on capte. Du réel, tout ça. Enfin bon, vous le savez, mais enfin voilà. Donc il y a dans le film de la même manière le fait que nous, on est présents, on suscite aussi des situations qui n'auraient pas eu lieu si on n'avait pas été là. Enfin, voilà, il y a toujours des biais, quoi, en fait. D'abord, merci pour ce film qui est magnifique, à mon avis, et qui, en effet, comme vous l'avez dit, a un côté rassurant parce qu'on y voit bien comment ce petit peuple s'accommode, y compris avec la police municipale, etc., d'un quotidien difficile, mais néanmoins s'accommode, continue à vivre sans être rationalisé, comme toute la démarche de rationalisation de Shanghai et politique, bien entendu, pourrait le laisser imaginer. Cela étant dit, je me suis demandé pourquoi ce film dans un festival de cinéma sur les utopies réelles. Et alors, il me semble, Sébastien a dit que la restauration tentait de marginaliser et d'écarter la cuisine de rue. Mais moi, j'ai une impression un peu différente. J'ai l'impression qu'il y a une appropriation. Il y a actuellement, tous les ans, me semble-t-il, au Carreau du Temple, un festival, la street food. Je crois que Guy Savoy a ouvert une échoppe de street food sur la place de la Bastille, etc., etc. Il y a une appropriation par la cuisine et la grande cuisine en France de cet outil qu'est la cuisine itinérante. Donc ça m'aurait intéressé, puisque vous êtes aussi compétente en matière de cuisine et d'organisation des cuisines, si vous pouviez un peu élaborer sur ce qui fait la singularité de cette réappropriation dans un pays comme le nôtre de cet outil d'alimentation,
Extra. Je propose qu'on prenne d'autres questions. On retient bien celle-là et puis peut-être que les organisateurs peuvent aussi affûter leurs arguments sur la présence de ce film ici dans ce festival. Alors, merci pour ce très beau moment. Une seule question, est-ce que Aïe a vu le film monter ? Oui. Alors non, parce que c'est un peu le drame et à la fois, j'expliquerai pourquoi pas si dramatique. En fait, on a fini de le monter à l'automne 2019. Moi, j'y suis allée pour la dernière fois en décembre 2019, à Noël. Je ne suis pas le passé en zéro, je vous rassure, mais c'était à cette époque-là. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas avec Marine, du coup, j'ai pas voulu lui montrer. Et j'aurais dû, parce que c'était la seule fenêtre, et depuis, on l'a pas revu. Et donc, pouvoir lui envoyer... Enfin, on peut pas lui envoyer le film, parce qu'il faut passer par des intermédiaires pour lui envoyer. On sait pas entre les mains de qui elle tombe, donc ça peut potentiellement lui porter préjudice, donc on peut pas lui envoyer. Et on a voulu la faire venir ici, en se disant, on a eu quelques prix, on a mis les sous de côté pour payer son billet et son trajet. Et en fait, il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux que je vienne faire en France, en fait. Enfin, ça m'intéresse pas, j'ai rien à faire. Elle a travaillé toute sa vie, donc en fait, ne pas travailler, ça n'a aucun intérêt pour elle. Enfin, c'est une pure perte d'argent. Du coup, on a fini par lui envoyer cet argent en Chine, donc on a aussi loupé l'occasion qu'elle puisse venir ici pour voir le film. Donc peut-être... Bon, après, on pourra en dire long, mais aussi, elle n'a pas la même... Je pense qu'elle, faire le film, c'était important. Une fois qu'il a été fini, elle s'en fichait complètement. Et puis, voilà, il y a eu aussi des... Alors, autre question sur les relations, on a eu des problèmes d'argent aussi avec elle. C'est qu'en fait, à un moment donné, elle a eu aussi l'image qu'on faisait un film hollywoodien et qu'on allait gagner vachement d'argent, ce qui est un peu logique. Donc, on dit, alors, l'économie du documentaire en France, tout ça. Mais donc, du coup, on l'a payé aussi sur le tournage. Pas beaucoup, mais à peu près, on essayait d'équilibrer nos salaires, à nous et à AI. Donc voilà. Bon, okay, pardon. Non, mais voilà pourquoi ce film est là, du coup. Hein. On a bien retenu la question de l'espace public, mais il y a un micro déjà ouvert. J'en ajoute une, du coup. Je suis là. Ah oui. Donc vous disiez que vous étiez intéressé par avoir des retours de qu'est-ce qu'on retient. Moi, j'ai été pas mal frappée par le phénomène de migration interne au pays qu'on ne connaît pas nous chez nous. Ça va s'organiser plus à une échelle plus régionale. Et du coup, voilà, vous avez beaucoup insisté, mis en scène le retour pour le Nouvel An. On voit apparaître les structures familiales. C'est énoncé. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous vouliez... jusqu'à quel point vous vouliez travailler cette question-là. Très bien, je propose qu'on réponde déjà à ces deux questions, on fera à nouveau un tour. Donc il y avait cette question sur, effectivement, madame expliquait qu'il y a au contraire de ce qui avait éventuellement été exposé ici, une réappropriation de l'espace public par la cuisine. On voit dans des grandes villes comme Paris, des food courts un peu à l'asiatique qui naissent, des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc peut-être à elle, si vous voulez réagir là-dessus, mais surtout peut-être Margarita, puisque vous participez de ce mouvement. Donc est-ce que vous considérez que c'est effectivement un mouvement un peu de fond qui se développe autour de l'alimentation de rue et de réinvestir ainsi l'espace public ? Effectivement, je pense que Margarita répondra un peu mieux, mais deux mots. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'en France, c'est très institutionnalisé, que c'est aussi des gens qui sont dans des parcours, des formations hôtelières, qu'il y a des normes sanitaires, que tout est que c'est encadré, ce qui du coup est presque différent que la cuisine de rue, qui permettait à des gens dans des parcours de migration ou des gens qui n'ont pas accès à des formes d'emploi qui permettent une ascension, ou des formes de salariat, ou qui la refusent, comme AI, d'exercer du coup ce métier-là en exerçant, en fait, en pratiquant des techniques domestiques. Donc c'est une appropriation plus professionnelle dans l'espace public de pratiques domestiques, mais complètement hors cadre institutionnel. Mais voilà, du coup, c'est peut-être que tu répondras. Oui, bonjour. Et je pense que oui, qu'il y a un phénomène, un nouveau phénomène de la street food, parce que c'est très à la mode. À Paris, on le voit beaucoup avec le festival au Carreau du Temple. Ici, dans les food courts, à Saint-Jean-de-Luz, à Bayonne, il y a un nouveau, et à Biarritz. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de camions. Mais en même
temps, il y a une espèce de jalousie, peut-être, des restaurateurs envers la cuisine de la rue. J'ai vécu ça il n'y a pas longtemps dans un festival en Anglette où on était devant la mer, on était 4 camions à vendre de la nourriture. Et en fait, ce festival va arrêter de nous appeler parce que les restaurateurs qui sont sur la plage sont pas contents. Donc ils ont dit, c'est la concurrence, on vend beaucoup moins que si vous êtes là pendant une semaine, on vend moins. Et c'est pas vrai parce que ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va manger pendant qu'on regarde le film en plein air, sachant que si quelqu'un veut aller dans un restaurant, c'est vraiment pour se poser, s'asseoir, regarder un menu, prendre du vin, etc. Donc c'est un peu déplacé à cause de cette espèce de jalousie, parce que ce phénomène de street food commence à prendre de l'ampleur. Et en même temps, ce que tu dis, c'est vrai, dans les pays comme l'Asie, la Chine, l'Amérique du Sud, c'est très simple. C'est vraiment simple de prendre ton chariot, aller dans la rue et vendre. Ici, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de permis. La mairie, souvent, est attachée à une personne pour qu'elle fasse ça. Et il y a les candidatures qui sortent sur Internet, mais on sait que ça va être toujours la même personne qui est là. Donc il y a une bureaucratie qui est imposée et qui est très très difficile de rentrer là-dedans. Même si c'est un phénomène qui commence je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question, mais... Non, juste pour en mettre une dernière couche, mais tu as mieux répondu que moi, mais je pense que quand je parlais de l'originalité de cette cuisine de rue, c'est justement la mise en pratique comme ça, la réappropriation de savoirs domestiques qui permettent de survivre, qui permettent parfois même de bien vivre, qui n'a rien à voir avec des jeunes sortis d'HEC qui achètent des food trucks, quoi. Enfin, voilà, on est dans 2 univers très différents. Je ne critique pas l'autre, hein, mais là, on est vraiment dans un mouvement d'émancipation qui est possible, même avec toutes les limites, mais qui est visible là. On a quelqu'un qui s'en sort parce qu'elle sait faire sauter des nouilles avec un wok et un feu vif, quoi. Et c'est ça que je trouve magistral et utopique, c'est que voilà, elle sait le faire, elle peut l'enseigner, elle peut le transmettre. Voilà. Donc d'après moi, l'appropriation, je plaide pour plutôt ce modèle-là qui nécessite de redonner un petit peu de mou sur toutes ces règles hygiéniques qui ont tué beaucoup de choses. Surtout qu'en France, a priori, si c'est toujours la même législation, on a le droit d'ouvrir un restaurant sans CAP, ce qui est rare dans d'autres professions. Donc tout est permis, si ce n'est... mais tout est très difficile parce que, notamment, il y a un gros lobbying quand même des restaurateurs qui ont très peur qu'on puisse leur voler la vue sur la mer, par exemple. Alors ensuite, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est vrai que le film l'aborde pas. Bon, c'est un sujet un peu connexe, mais le phénomène de la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de femmes, on voit dans beaucoup de pays du monde aussi, cuisinent en surnombre et via les réseaux sociaux vendent de la nourriture qui du coup n'est pas vendue dans la rue, mais livrée directement chez les consommateurs, qui est aussi une autre façon de marchandiser une activité de cuisine domestique. Alors il y avait des doigts, voilà, même le micro planté. Une autre question à laquelle je n'ai pas répondu, mais sur la migration. Ah bah oui, pardon, absolument. Sur les migrations internes. Du coup, effectivement, alors il y a cette idée qu'elle porte quand même, comme beaucoup de femmes en fait, ont un peu ces trajectoires-là, et notamment de sa génération, de femmes qui sont licenciées d'entreprises d'État, donc ces entreprises qui appartiennent à l'État, qui ferment progressivement dans les années 90, avec
pour le dire très vite, mais l'arrivée, l'ouverture du marché de la Chine après 78 et la mort de Mao, et puis du coup comment dire, voilà, l'économie de marché qui se développe, le capitalisme aussi, et ces entreprises d'État qui périclitent. Et les premières licenciées de ces entreprises sont des femmes, et notamment dans les régions rurales. Et donc du coup, il y a un peu une exode de ces femmes-là vers les villes. Et donc il y avait l'idée un peu de développer cette thématique, de voir aussi justement cette question des savoirs domestiques qui arrivent qui se professionnalisent par des pratiques plutôt informelles, etc. Et après, par contre, ces liens en fait entre eux, donc en général, les familles sont très éclatées. Donc il y a les enfants à Shanghai, l'autre à Pékin, l'autre dans l'Anhui, tout ça. Et en fait, on a essayé de montrer ça, et on voulait aussi effectivement par le retour. Par le Nouvel An, puis finalement elle ne part jamais. Donc en fait, c'est un peu la fin qu'on aurait voulu, c'est ou une fin possible, de se dire on va avec elle dans l'Anroué, comme ça on montre ces liens qu'on ne peut montrer que par le téléphone ou que par les évocations ou par l'absence, et finalement elle part jamais. Et en plus, aussi, détail de tournage, l'accompagner dans l'Anroué nous aurait coûté très très cher financièrement. Donc là, on pourra en reparler, c'est que c'est un peu provoque, mais c'est que pour elle, rentrer avec nous dans l'Anroué, auprès de sa famille, avec une équipe de tournage française, même si on n'a été que 2 ou 3, sans avoir d'évolution de son statut social, c'était complètement... c'est pas possible, en fait. Donc elle nous a annoncé un prix pour payer les cadeaux, les billets de transport, etc., dissuasif, pour ne pas qu'on l'accompagne, en fait. Et ce qu'on n'a pas fait. Et donc aussi, c'est des adaptations à ça. Puis elle devait partir, et puis finalement, la scène où elle part en taxi, c'est les grands adieux, et puis devant passe un homme avec son déambulateur devant le taxi. Donc la scène de départ est complètement loupée, et elle n'est pas du tout montrable à l'écran. Donc il y a eu aussi des choses techniques qui font que ce lien avec la ruralité, on n'a pas pu la montrer, avec la famille. Et aussi parce que du coup, elle est très faible. Le fait est qu'elle est toujours à Shanghai, en fait. Donc voilà, c'est à la fois... c'est les deux, quoi. Merci. Donc, question ? Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai été très impressionnée par votre documentaire, et je me demandais si vous pouviez peut-être nous donner des indices de comparaison dans l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut montrer par le documentaire qu'on ne peut pas montrer par l'écriture en sciences sociales ? Et de la même manière, quels sont les genres de liens qu'on peut tisser par l'écriture filmique qu'on ne peut pas tisser par le compte-rendu écrit, et notamment dans les formes de restitution ou d'entretien sur la durée des liens. Merci. Parfait, masterclass. Est-ce qu'il y a une autre... on va les prendre, puisque je vois que l'heure avance, et je pense qu'il faudra rendre l'antenne à 19h, on a du mou, 5 minutes, ou on me fait signe, oui, c'est peut-être négociable. Moi, c'était plus une remarque sur la discussion précédente que la mode des food trucks, effectivement, mais moi, le dispositif d'Aïe, ça m'a plus fait penser aux vendeurs de maïs grillé à la sortie du métro à Paris, quoi, où du coup, c'était pas... à la mode, où elle ne s'appropriait pas grand-chose, a été plutôt dominée et à devoir être... vous avez pris l'expression du jeu du chat et de la souris avec la police, et j'ai l'impression que c'est un peu le même mauvais jeu pour ces vendeurs de maïs. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'était plus ça pour moi. Que ça voulait dire. De maïs et de brochettes de viande grillée. Merci. Moi aussi, je me joins aux remerciements pour ce très beau film. J'avais une petite question sur les consommateurs. Parce qu'effectivement, on voit les fidèles, là, ceux qui sont autour, qui reviennent, etc. Mais on ne voit pas vraiment les autres, quoi. De temps en temps, on a l'impression qu'il y en a qui sont un peu d'un niveau social un peu supérieur, mais on ne sait pas trop. Et derrière cette question, j'avais un peu une question sur... On voit bien la transformation de l'espace public, et on voit bien la répression sur la nourriture ambulante, mais qu'est-ce que ça dit aussi de la transformation de la sphère privée chez le consommateur ? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, il y a une... Et en le disant, je trouve ça caricatural, mais il y a une certaine ascension sociale qui fait qu'on ne va plus acheter à manger dans la rue ou pas. Donc la question, c'est est-ce que vous avez eu un peu accès à ça ? Et comment un regard anthropologique peut être un peu plus fin qu'une espèce d'hypothèse à gros sabots comme ça ? Merci. Parfait. Allez, une toute dernière. Ouais. Alors, une avant-dernière, c'est bis, vous avez déjà... Un commentaire. C'est juste savoir s'il y avait une réciprocité dans l'interrogation. Si Aïe, à l'inverse, elle disait alors en France, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a ça dans la rue ? Comment vous faites ? Et voir les autres personnes que vous avez croisées, quoi. Alors... Et ben, peut-être déjà réagir cette dernière. Alors, il y avait un dernier doigt levé.
La jeunesse. Alors, Attendez. pardon. Oui. Non, allez-y, comme même son micro. Je pense qu'il faut pour la caméra, non ? Sur la question des consommateurs, c'était quel type de consommateur est-ce que c'était la même classe sociale qu'elle Est-ce que c'était la même classe sociale qu'elle ou c'était quel type j'aimais beaucoup cette question et du coup c'était quel type de personne qui lui achetait. Enfin voilà. Ouais. Alors, parfait, merci, des commentaires dans la salle. Donc magnifique question. On va enrober l'ensemble. Donc sur les consommateurs déjà. Alors évidemment, okay. Quelle classe, quel type Donc les consommateurs, je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure, les Shanghaïens vont pas manger du tout dans les stands de rue avec cette idée que c'est sale, tout ça. Et donc du coup, c'est plutôt des gens qui viennent d'ailleurs, qui vont aussi, ou des jeunes qui vont manger la cuisine de tel endroit, parce qu'il y a aussi, il y a des brochettes de tel endroit, du tofu fermenté de tel autre endroit. Donc oui, il y a vraiment ce truc d'aller manger aussi la cuisine des autres à travers des choses qui sont vraiment pas chères, des gens qui ont des horaires de travail décalés, des gens qui sortent de boîtes de nuit, il y a aussi ce truc où les petits déjeuners, alors il y a des gens qui disent non mais jamais moi j'irai manger, et en fait en bas des bureaux s'il y a des brioches vapeur toutes chaudes quand on va au travail, finalement on fait quand même un crochet pour y aller, donc il y avait ce truc. Nous quand on arrive il y a presque plus de clients en fait, donc il y a que les habitués, il y a les ouvriers des chantiers d'à côté, mais qui sont eux-mêmes migrants, mais il n'y a pas énormément. Et Chouchou était un ancien client qui s'est fidélisé pour plein de raisons. Vous n'aurez pas du coup l'histoire de la rencontre. Mais il s'appelle vraiment Chouchou. Oui, ça veut dire tonton en chinois. Ah d'accord. Peut-être Margarita, sur les consommateurs, justement, c'est intéressant de savoir, est-ce qu'il y a un profil type de consommateurs qui viennent chez vous, ou est-ce que finalement vous voyez toute la société venir consommer vos produits ? Et comme mon produit, c'est un produit qui n'est pas très connu ici, j'ai dû vraiment travailler pour présenter, expliquer qu'est-ce que c'est. Il y a une communauté latino-américaine ici et espagnole qui connaissent, donc j'avais déjà cette clientèle. Mais c'était vraiment en faisant goûter. Goûter. Et là, j'ai eu mes premières clientes fidèles qui ont dit « Ah, on aime bien ». Mais en Colombie, ce que tu dis, c'est vrai, c'est les gens qui sortent de la boîte de nuit, le bureau en bas, on n'a pas le temps de déjeuner, donc on ne mange pas nada. Oui. Je pense qu'il y a plus une histoire de temps, en fait, aussi, de moments de la journée, de temporalité, de qu'est-ce que c'est aussi. Le wok, c'est plus gras, il y a de l'huile, mais la vapeur, non. Enfin, voilà, c'est pour le regard anthropologique qui peut un peu, être plus nuancé que c'est que les classes populaires qui vont manger. C'est effectivement un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a quand même des gens qui y vont sans le dire, quoi. Et pour ce que... peut-être pas le temps. Oui, justement, sur ce regard anthropologique, Ouais. alors qu'est-ce que le documentaire vous permet, que l'écrit ne vous permet pas ? Qu'est-ce que vous nouez comme relation que vous ne pouvez pas nouer par l'enquête classique, on va dire ? Alors là, c'était un peu particulier parce que c'est pas mon travail de thèse. C'est vraiment, on y allait pour le film. Et donc, du coup, il y a aussi cette particularité que je n'ai pas dans la tête. Et d'ailleurs, j'en ai jamais fait des articles. Je me suis jamais dit spécialiste de... Là, il y avait l'envie de peut-être... il y a une part de subjectivité ou de sensible un peu plus forte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire à l'écrit, c'est aussi possible. Mais peut-être que la part d'interprétation du spectateur est un peu plus forte. Parce que aussi on peut moins expliciter de choses, on peut moins boucler l'analyse autour de ce qu'on voit. Enfin, là, il n'y a pas 1000 cartons, il n'y a pas de voix off. Peut-être qu'un documentaire avec une voix off pourrait le faire. Donc... Et à la fois, en anthropologie par l'écriture, on peut ne pas boucler aussi. Donc finalement, je me suis pas mal posé la question et j'ai pas de réponse vraiment. Je pense que c'est pas tant ça la question que qu'est-ce qu'on veut faire en fait comme produit fini, on va dire, et qu'est-ce qu'on veut en faire derrière et quel type d'échange, d'interaction on peut avoir avec. Sinon, je pense qu'en fait, on peut tout faire avec l'écrit aussi. Enfin, moi, je suis quand même plutôt fervente, j'adore écrire, donc en fait, tout est possible, j'ai l'impression, quoi. Mais on fait pas la même chose, par contre. Et là, j'ai pas trop les réponses, j'ai pas toutes les réponses, mais ouais. Et alors, Aïe, est-ce qu'elle s'intéresse à ce qui se passe en France ? Oui, alors Aïe, non. Ça l'intéressait c'est quelqu'un de très, très généreux, même si elle est brute de décoffrage, donc d'être avec nous, on a passé énormément de temps ensemble. Elle est venue après vivre chez moi à un moment où elle était en transition, donc c'est quelqu'un, Mais par contre,
c'est trop loin, quoi. D'où son refus de venir ici. Il y a des choses qui la passionnent, qui sont trop loin d'elle. Parfait. Écoutez, je crois qu'on peut clore là cette table ronde. Merci beaucoup à vous tous.